Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Vous autrement, osez vous dévoiler au-delà du faire et du paraître avec Clotilde sur Radio Grand Lac. Ça y est, nous sommes là, ce n'est pas Clotilde, mais nous sommes là. Bonjour à toutes et à tous. On a quelques minutes de retard parce qu'il y a du monde. Ça circule dans Aix. Ça circule dans Aix. Et comme nous, c'est en direct, on attend et on s'adapte à nos invités et à nos animateurs. Tu veux dire qu'il n'y avait plus de place à Avenue de Saint-Simon ? Ouais, d'accord. Ça va, Sandra ? Mais écoute, moi je vais super bien, je suis ravie. On vient de t'entendre chanter, là, c'était Sandra. Oui, c'était Sandra, oui. Bah oui, qu'est-ce que tu veux ? Tu chantes bien, dis donc. Ouais, c'est ça, continue. Alors, si c'est nous qui prenons la parole ce matin, c'est pour annoncer une nouvelle émission qui commence dans quelques secondes et donc avec une nouvelle animatrice. C'est Clotilde. Sandra. Bonjour Clotilde. On est ravis de t'accueillir dans cette équipe de Radio Grand Lac, dans le grand bain de la vie locale. C'est toujours un moment important et avec tout ce que tu nous as proposé quand tu es venu nous voir, voilà, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de cœur, avec les valeurs, voilà, qu'a le grand bain de la vie locale, on ne pouvait que t'accueillir dans cette équipe, je dirais même plus famille. Donc sois la bienvenue Clotilde. Dis donc, c'est gentil ça. Merci Sandra. Merci Jean-Pierre, merci pour votre accueil Sandra et Jean-Pierre, et c'est vrai que cette première rencontre a été vraiment un coup de foudre médiatique, voilà. Oh bah écoute alors, ça c'est génial. Médiatique uniquement. Médiatique. Ah bah zut alors. Non, je pense qu'on va le dépasser en se connaissant mieux à travers la radio. Alors Clotilde, avant qu'on commence cette nouvelle émission, vous autrement, ou ta première invitée, on la connaît bien et on l'aime beaucoup. Présente-toi un petit peu. Qui es-tu ? Alors, qui je suis ? Clotilde, plus connue sous le nom de Clotilde Margottin. Hein. C'est plutôt mon nom de famille qu'on connaît. J'ai la joie d'être une maman de 5 enfants de 20 à 7 ans et je suis journaliste freelance. J'ai beaucoup travaillé en télévision quand j'étais en région parisienne, et puis après j'ai écrit un livre qui s'appelle Se relever toujours aux éditions Artege. Et puis depuis 5 ans, je suis dans la radio. J'avais fait mes débuts d'ailleurs étudiante à la radio et j'y suis revenue. Donc avec une émission culturelle que certains connaissent peut-être aux côtés du Grand Genevois et de la Savoie Haute-Savoie. Et puis j'avais vraiment dans le cœur de vous rencontrer, parce qu'à Radio Grand Lac, on est en vérité dans cet échange de l'autrement, cette facette au-delà de ce qu'on connaît de l'extérieur. Et j'avais envie d'une rencontre en profondeur avec des invités. Voilà. Et vous m'avez proposé Catherine Etis, vraiment une. Alors Catherine qui est une amie puis qui est aussi notre marraine, la marraine de Radio Grand Lac. C'est une marraine de cœur. C'est voilà une personne pour moi exceptionnelle, d'une gentillesse infinie. Pour moi aussi. Voilà. Et puis bien sûr pour toi aussi, pour toute l'équipe. Et en ça, on est ravis que ça soit écoute, ta première invitée. Bonjour Catherine. Bonjour Sandra. Ça va Catherine ? Ça va. Alors, tu vas te prêter au jeu de ce vous autrement. On va te connaître. On te connaît déjà pas mal, mais on va te connaître au-delà du faire et du paraître. Et donc, je pense, Sandra, on va les laisser toutes les deux. On peut les laisser toutes les deux. Et on va écouter ça avec la plus grande attention. Allez, Clotilde, c'est à toi. Merci. Bonjour Catherine. Vraiment, merci de prendre cette occasion pour te dévoiler, Catherine. C'est pas un exercice très facile, mais on va le faire main dans la main. Catherine, est-ce que je peux te laisser te présenter avec les mots qui seront les tiens? Catherine Etis, qui est derrière cette femme? Eh bien, Catherine, je pars du début. Je suis née à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, cette périphérie parisienne où je n'ai pas vécu, puisque mes parents sont venus très rapidement dans un village en Haute-Savoie. L'entreprise de mon papa avait plus de 1000 salariés. Ils n'arrivaient plus à Paris à construire, à faire tout ce qu'ils avaient à faire. Donc, ils ont déménagé dans ce petit village où c'est l'entreprise qui a construit des petites maisons. Et j'ai vécu là-bas pendant une grande partie de mon enfance. C'était une jolie partie puisque c'était un petit village, c'était gai, tout le monde se connaissait et c'était vraiment
J'en ai un très bon souvenir. Tu peux donner le nom de ce petit village, peut-être que des auditeurs connaissent. C'est donc en Haute-Savoie, c'est Vieux-en-Salaz. Et oui, Vieux-en-Salaz, au-dessus du village, là. Voilà. C'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai vécu là-bas. Maintenant, c'était un village. Maintenant, c'est devenu une petite ville. Parce qu'une fois, je suis passée, j'ai vu qu'il y avait un supermarché. Oui, ça m'a fait, C'était plus les petites épiceries de quartier. On va parler pourquoi le supermarché t'interpelle. On viendra un petit peu plus tard avec ça. Donc, après, professionnellement, pour mon papa, ça a été, on a déménagé de Vieux en Salaz pour venir à Annemasse, où j'ai vécu une grande partie de ma vie, où j'ai rencontré mon mari, j'ai 2 enfants, 4 petits-enfants. C'est merveilleux. Je passe vraiment des moments exceptionnels avec mes 2 filles, avec les conjoints, avec les petits-enfants. Je suis très famille et pour moi, c'est une vie très importante, la famille, mais pas que, parce que la vie sociale, pour moi, est très importante aussi. C'est très certainement pour ça aussi que fini ma carrière professionnelle de la grande distribution, je ne pouvais pas m'arrêter là parce que j'ai vraiment besoin de contact. Voilà, on va pas aller trop vite, Catherine, vous nous en dévoilez déjà beaucoup et moi je veux savourer chaque période de votre vie. Alors on revient à cette période où justement vous arrivez à Annemasse. Quel est ce quotidien? Donc vous allez à l'école. Oui. Voilà, il y a une expérience très forte qui se passe à ce moment-là qui va marquer toute votre vie. Racontez-nous un petit peu quel était le travail de votre maman, de votre grand-mère et vous, dans ce quotidien, quelle est cette expérience qui finalement va éveiller en vous le désir de faire autre chose? Racontez-nous un petit peu le métier de votre maman, de votre grand-mère, dans quel environnement vous grandissez? Donc, à partir du moment où j'étais en Haute-Savoie, à Annemasse. C'est la Haute-Savoie, Catherine. Oui, vous vous trompez pas. Oui, je me trompe pas. C'est la Haute-Savoie. Donc, on est plus près de Genève. Voilà, on descend des montagnes et puis on est vraiment à la frontière genevoise. Donc, mon père travaillait quand on est parti, c'est parce qu'il travaillait pour une entreprise belge. Ouais. Et ma maman ne travaillait pas puisqu'on était 4 enfants. Ouais. Donc, elle a élevé les enfants puisque mon papa partait il partait toutes les semaines. Il partait du lundi au vendredi et donc voilà, ça a été son job, c'était de s'occuper de ses enfants, de faire tourner la maison et d'être une vraie mère au foyer. Quand elle était plus jeune, elle a travaillé dans le secrétariat chez Peugeot. On parle de ma grand-mère. Ma grand-mère était cadre supérieur chez Fiat. Oui, dans mon grand-père et mon grand-père, lui, était chez Renault. Donc tout le monde dans l'industrie automobile dans la famille, c'est ça. Voilà. Donc ma grand-mère son bureau était au dernier étage de la Tour Fiat à Paris et elle m'a eu pris quelques fois pendant les vacances pour faire des petites photocopies, d'amener à la banque telle chose, de faire ces petites choses-là qui m'ont plu. C'était rigolo, mais c'était vraiment très loin de ce que j'avais pu vivre dans un petit village. Et puis après Annemasse, Paris, c'était surtout la comment ça s'appelle là-bas, la Tour Fiat. La centrale de Fiat, c'est ça? Non, à Paris, c'est où est regroupée la Défense. La Défense. Voilà, oui. C'était à la Défense à Paris. Ouais. Oui, ça grouille de monde, d'entreprises, et puis c'est le rythme parisien. Donc c'est sûr que c'est autre chose que ce que tu avais connu à Vieux-en-Salaz ou même à Annemasse, qui se développait à l'époque. Et donc toute cette histoire familiale où finalement on a des métiers dans l'industrie automobile, ça a semé en toi peut-être un désir de développer, d'entreprendre. Est-ce que tu dirais ça ou au contraire, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je pense que c'est pas à cette période. J'étais timide, jeune, mais curieuse. Et ce qui était pour moi le matin, avant de partir à l'école,
tous les jours, ma maman m'envoyait juste en face de la maison, elle m'envoyait acheter le pain, le journal et son litre de lait. Voilà, tous les matins. Et tous les matins, c'était moi qui allais, mais c'était un plaisir pour moi. Alors c'était une petite épicerie, mais c'était toujours pour moi. Je voyais les gens qui arrivaient, qui échangeaient, et puis cette dame qui tenait avec son mari cette petite épicerie et qui avait toujours sur ce tout petit local, elle avait tout. Oui, elle avait aussi bien aussi bien des collants que des chaussons, que le fromage, que le jambon, que absolument tout. Et pour moi, c'était pas une corvée. Ma sœur aînée, alors elle, fallait pas lui en parler, elle voulait pas. Mais pour moi, c'était pas une corvée, c'était même un plaisir d'aller. Voilà. Est-ce que ça m'a éveillé déjà quelque chose sur le contact avec les autres personnes? Je sais pas. Mais c'est ce que tu disais en interview en amont. Et là, quand même, il est temps de dire à nos auditeurs que ça a été quand même la première expérience pour toi du commerce. On va, Catherine, on va te présenter un peu plus parce que on a évoqué donc toute cette phase de l'enfance qui t'a fait grandir, qui t'a amené à Paris, découvrir les photocopies, le côté un peu secrétariat. C'est pas ça qui t'a attiré, mais par contre, ce souvenir de cet échange, ce contact humain et le rapport du commerce. Catherine, on va donc dévoiler, pour ceux qui ne le savent pas à nos auditeurs, que tu as géré un hyper Leclerc et tu vas nous raconter cette expérience pendant plus de presque 30 ans et que maintenant, depuis quoi, 10 ans? 10 ans, tu gères maintenant le Grand Hôtel? Non, c'est beaucoup plus récent. C'est beaucoup plus récent? Oui, c'est beaucoup plus récent que ça. J'ai comme je te l'ai dit, là, quand je l'ai acheté, il était vraiment... on va raconter l'histoire et on va raconter tout ça à nos auditeurs. En tout cas, voilà, depuis quelques années maintenant, tu tiens cet hôtel dans Aix-les-Bains, au centre de la ville, un hôtel que tu as magnifiquement restauré avec une palette de propositions puisque ça va des chambres luxe au jardin d'hiver, le spa, le restaurant Monsieur Charles, le lounge bar. Il y a vraiment une palette de propositions dans cet établissement maison Lina, hein, c'est ça, hein, voilà, on dévoilera pourquoi Lina à nos auditeurs tout à l'heure. Donc voilà, tu as quand même à la fois développé une carrière professionnelle tout en ayant une carrière familiale, puisque tu nous l'as dit, tu as 2 filles, tu as des petits enfants. Catherine, donc cette première expérience de commerce te lance en fait dans des études de commerce? J'ai pas fait d'études de commerce. J'ai appris comme ça petit à petit. J'ai fait jeune. J'ai voulu travailler déjà pendant mes vacances dans un commerce. C'est pas tant tes études que tes expériences sur le terrain. C'est vraiment à un moment donné, à Annemasse, il y a un gros magasin qui s'est monté, qui s'appelait à l'époque Gentil Catiard, qui n'existe plus, qui avait été repris. C'était une chaîne de Grenoble qui avait je sais pas combien de magasins. C'était pas énorme, mais déjà là, ça, quand j'avais vu le volume, tout ce que ça représentait, ça m'a attiré. La curiosité de voir, de savoir ce qui s'y passait et comment tout cela se passait. J'étais attirée et donc j'ai voulu commencer comme ça, mais jeune de toute façon, je sentais que c'était le commerce. J'avais besoin de ce contact et de cet échange de services. Hein, c'est vraiment ça. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvée à rentrer dans cette famille? On parlait de la famille tout à l'heure, hein, en début d'émission, cette famille Radio Grand Lac, d'ailleurs, dont tu es la marraine. Voilà, donc une nouvelle famille pour toi, ta famille biologique, la famille que tu as créée. Mais il y a une autre grande famille qui a une place très importante pour toi. Comment tu es rentrée dans cette famille Leclerc? Alors, le centre Leclerc, ça, c'était à Annemasse, à Ville-Lagrand plus exactement. Et là, s'est construit un centre Leclerc. Donc, j'ai postulé pour rentrer dans ce magasin.
Et dans ce magasin, j'ai rencontré mon mari. Non, mon mari c'était avant. Non, je suis en train de me tromper là. Mon mari c'était avant dans un autre magasin où je suis restée. J'étais bien, ça me plaisait. Mais ce centre Leclerc qui se montait m'a titillé l'envie d'en faire plus. Alors juste un détail, dis-nous quel était ton rôle à ce moment-là. Tu vois, aujourd'hui on te connaît avec toute cette carrière, mais au départ, quand tu commences, quels sont les premiers métiers que tu fais dans ce centre Leclerc? Alors dans le centre Leclerc, j'ai pris pas la responsabilité au début, j'ai travaillé dans le non alimentaire. D'accord. Puisque dans l'autre magasin où j'étais avant, j'avais commencé à titiller plusieurs places, plusieurs endroits. Et là, j'ai commencé à rentrer dans le non alimentaire, tout ce qu'on appelle le bazar dans un magasin. Et puis j'ai travaillé, j'ai œuvré, et puis j'ai grandi dedans. J'en suis passée responsable de ce non alimentaire. Voilà, c'était un peu l'idée que je voulais transmettre aux auditeurs, c'est que t'es pas arrivé responsable. T'as vraiment progressé avec les besoins de l'enseigne. Ouais. Mais ce qui se passe beaucoup dans la grande distribution, très souvent, on entend les gens qui sont rentrés dans la grande distribution, ils arrivent à défaut de. Ils cherchent, ils ont fait des études dans tel et tel domaine, ils ne trouvent pas de travail, la grande distribution embauche, on rentre dans la grande distribution. Et il y en a beaucoup qui font carrière, mais c'était pas au démarrage ce qui était prévu. Ce qui veut dire que peut-être particulièrement dans la grande distribution, on est bon en fait au-delà de ses compétences, mais plutôt de ses valeurs, de ce qu'on va quand je dis compétences, au-delà de ce qu'on a appris à faire, mais plutôt de ce qu'on est et de ce qu'on arrive à transmettre dans son travail. Tu dirais qu'il y a que dans la grande distribution, ce qui t'a fait grandir, ce qui t'a donné plus de responsabilités, c'est plus la personne que tu es. C'était mon envie déjà, ma motivation, l'envie, et c'était pour moi c'était je sais pas, c'était même pas un travail à un moment donné quand par exemple j'implantais les jouets de Noël avec des boîtes de différentes hauteurs, grandeurs et tout ça, j'aimais bien que tout s'imbrique bien de manière à faire des grandes allées toutes belles, mais pour moi je faisais un gros pulse. Tu faisais Tetris en live, quoi. Voilà, c'était j'ai toujours tout ce que j'ai fait, je l'ai fait vraiment avec plaisir, avec passion, et c'est pour ça que petit à petit, tout a évolué. Alors, donc j'étais avec à un moment donné, on a travaillé dans ce magasin avec le papa de mes filles. Et puis après, les centres Leclerc, cette enseigne magique, exceptionnelle, vraiment. Déjà, je peux dire, est-ce qu'on peut imaginer, quand on n'est pas né avec une cuillère en argent, quand on n'a pas d'argent du tout, de pouvoir se dire, un jour, je serai propriétaire d'un hypermarché. Alors c'est là que tu nous fais rêver, Catherine. C'est vraiment là que tu nous fais rêver. C'est aussi le message que tu transpires, j'ai envie de dire, ce message d'espérance. Alors il n'arrive pas tout seul, il arrive avec beaucoup de persévérance, vraiment. Tu dis souvent d'ailleurs que, tu me l'as dit dans l'échange, je me suis construit à la force du poignet. Ça n'arrive pas tout seul. Mais tu parles quand même de cette enseigne Leclerc en disant que c'est magique, c'est exceptionnel. Comment est-ce que il faut que tu nous racontes comment est-ce qu'on t'a fait confiance? Tu te retrouves à être directrice d'une énorme distribution, un centre Leclerc, et tu me disais en entretien, je n'avais pas d'argent en poche. C'est comme ça que ça s'est passé? Vraiment comme ça? Comme ça que ça s'est passé, non. Avec mon mari, on a travaillé tous les deux dans ce centre Leclerc à Ville-Lagrand. Un jour, mon mari me dit... mais tu sais qu'on pourra avoir notre propre Leclerc? Puis je lui dis, mais non, c'est pas possible, quoi. Et puis il me dit si, parce que le patron, il peut nous aider à nous cautionner vis-à-vis des banques. Et là, je lui dis, non mais attends, tu rêves. J'ai dit, t'es pas son frère et je suis pas sa sœur, et je ne vois pas pourquoi il se mouillerait à ce point-là pour... Et puis une réaction tout à fait concrète et voilà, je n'y croyais absolument pas.
Et puis après, oui, forcément. Donc, j'ai posé des questions. Et puis, il nous a expliqué le fonctionnement de Leclerc. Pour lui, ce qui s'est passé, il a travaillé dans un magasin. Il était apte, à un moment donné, le mouvement Leclerc a dit qu'il était apte à pouvoir prendre son propre magasin. Et à ce moment-là, il y a des collègues Leclerc dans la région qui vont pas avancer de l'argent ni quoi que ce soit, mais par contre cautionner vis-à-vis des banques pour pouvoir avoir la finance. Alors quand il y a plusieurs gros hyper qui sont bien implantés, qui sont bien, donc pour les banques ça rassure de pouvoir prêter de l'argent. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a toute une histoire de parrainage en fait autour de celui qui va se lancer et qui permet de rassurer les banques, mais surtout de s'appuyer sur les valeurs travail et les valeurs d'entreprise en fait de la personne qui se lance. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc c'est quand tu parles de la famille Leclerc, c'est ça que tu veux dire, c'est que tu n'es pas seule quand avec ton mari tu te lances là-dedans. Pas tellement la famille Leclerc. Enfin, Édouard Leclerc, lui, c'est lui qui a lancé tout ça. Michel Édouard, son fils, est vraiment excellent aussi. Lui, il est très performant en communication. Il est d'ailleurs, je crois que c'est lui qu'on voit le plus à la télé quand il y a des émissions sur la grande distribution. Et surtout aussi après, c'est tous les lundis, mardis, pour le groupement Leclerc, quand on signe la charte, on a une charte respecter l'enseigne, respecter d'avoir les produits de marque de l'enseigne, les produits Eco+, les moins chers, etc. Et de donner de son temps. Ça fait partie de la charte Leclerc. On doit tenir. Donc aussi ce qui est aussi dans l'ADN Leclerc, et ça c'est le principal et la première chose, c'est d'avoir des prix comme il se doit, être moins cher que nos concurrents. Et ça par contre c'est vraiment la première ligne chez Leclerc. Ça. Voilà. Oui, ça, Leclerc, on le voit, on sait que c'est vraiment cette ligne d'arriver à être au plus près du pouvoir d'achat des Français. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui résonne encore aujourd'hui beaucoup, mais c'est le succès aussi des centres Leclerc et tant d'autres d'ailleurs qui ont essayé d'avoir une dynamique, je pense à Intermarché et à d'autres comme ça, qui ont voulu rendre les prix plus accessibles. Il y a quelque chose qui résonne, et puis on va faire la pause musicale juste après, mais à plusieurs moments, tu as parlé de donner du temps, tu as parlé du fait que tu ne travaillais pas, que c'était comme une vocation finalement. Est-ce que pour toi, le travail a été vécu comme une réponse à quelque chose que tu as vraiment au fond de toi? Tu parles pas du travail en horaire, en contrainte. Tu dis, je m'amusais à ranger. Tu dis, oui, c'était pas un vrai travail. Quoi, c'était pas... Si, c'était un vrai travail, mais tu le vis comme ça. C'est une passion. C'est une passion. Oui, c'est réellement, c'est une passion, et je remercierai jamais assez ce groupement d'avoir pu me donner la chance d'avoir plusieurs métiers en un métier, parce qu'il n'y a pas que l'hyper, ça c'est une chose, l'hyper, mais aussi déjà 2 jours par semaine, tous les PDG Leclerc doivent être à Paris pour négocier avec des fournisseurs, il y a vraiment plein de choses où on se retrouve, et on passe aussi des bons moments ensemble, on échange les idées des magasins, on apprend plein de choses, et ça c'est génial aussi, ça fait partie. En centrale régionale où tous les jeudis on y va aussi pour la même chose, pour les prospectus maintenant c'est terminé, c'est plus dans l'air du temps. Non. Mais enfin des négociations pour pouvoir créer des offres à proposer à la clientèle. Et là c'est vraiment moi ce que j'ai trouvé vraiment de très profond, qui m'ont vraiment plu, c'est la manière aussi, cette histoire de parrainage qui font que c'est pas que cautionné pour les banques, c'est aussi j'ai un problème, je suis parce que mon mari est pas resté longtemps il a jamais été au national, il a jamais fait toutes ces choses-là, il est pas resté longtemps, lui la pression était trop forte, il a préféré arrêter. Et
Et donc, quand on se retrouve toute seule dans des situations, quand j'ai voulu construire. Alors on va en parler, cette histoire du parking et du drive que tu as voulu développer. On va en parler juste après la pause. Voilà, merci pour cette évocation justement de cette période de vie où tu commences donc à Leclerc avec ton mari et puis où finalement, comme tu l'as dit, il faut être bien solide face à des enjeux compliqués et on en parle tout de suite après la pause. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry, et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. Vous autrement, osez vous dévoiler au-delà du faire et du paraître avec Clotilde sur Radio Grand Lac. Catherine, on te retrouve, Catherine Etis, ancienne responsable des Leclerc et aujourd'hui qui développe l'hôtel du Grand Lac. Monsieur Charles, Lounge Bar à Aix-les-Bains. On était en pleine conversation pour essayer de découvrir un peu les mystères qu'il y a derrière cette petite femme bien tonique aux yeux bleus qui me regarde. Voilà, oui, Catherine, c'est hyper touchant de faire ta connaissance vraiment au-delà du faire et du paraître. Et on évoquait toute cette période où tu as commencé donc en étant responsable de Centre Leclerc, où ton mari a du mal, tu le disais, à faire face à cette pression. Et toi, j'ai envie de dire petite bonne femme, tu continues, tu t'entoures. Et c'est ce que tu aimes avec la famille Leclerc, c'est que justement tu t'entoures de bonnes personnes qui vont t'aider à prendre des décisions. Et là, il se joue un moment crucial pour toi, c'est que ton magasin marche bien et tu repères à côté du magasin une parcelle qui pourrait faire un drive. Raconte-nous un peu cette histoire. Dans ce tournant de ton entreprise Leclerc à l'époque. Dans ce tournant, les drives, on avait eu un séminaire c'était à Évian, un séminaire à Évian, pour lancer la parole de Michel-Édouard Leclerc devant tous les adhérents pour annoncer que ces drives, pour en donner l'importance de ces drives, pour expliquer à tout le monde que c'était pour le futur, il fallait penser. À ce moment-là, on pouvait, avec un hangar, pouvoir construire. Il n'y avait pas de demande d'autorisation spéciale comme un magasin où il y a vraiment des démarches importantes pour avoir le droit d'ouvrir. Là, fallait juste l'autorisation de la mairie. Donc, Michel-Édouard Leclerc nous avait dit dépêchez-vous. Et il y avait d'un seul coup cette vision de cet emplacement devant cette route nationale entre Chambéry et Aix-les-Bains avec un nombre de véhicules jour très important qui ont fait que j'ai dit là c'est l'emplacement idéal. Et puis j'ai vu le maire qui n'était pas du tout opposé et le propriétaire qui était vendeur qui m'avait communiqué un prix. On a négocié le prix ensemble. Je l'ai invité à déjeuner. On a tapé dans la main et j'étais toute contente de dire ça y est, je vais pouvoir construire mon drive. Voilà, on fait une petite pause. Donc toi, t'as fait ton étude de marché, t'es allé rencontrer, ça s'est bien passé et là tu te dis je suis en toute confiance, j'ai bien dealé et c'est tout bon. Et c'est tout bon. Voilà. Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'était 2-3 heures avant l'heure de noter du rendez-vous chez le notaire pour signer la vente. À ce moment-là, ce monsieur m'envoie il m'avait envoyé un mail pour me dire que l'enseigne Super U lui donnait un montant bien plus important. Et qu'il allait vendre, il laissait tomber ce qu'il avait fait avec moi pour vendre à Super U. Puis je lui ai dit mais c'est pas possible, vous vous rendez compte, on a tapé dans la main, on a négocié le prix ensemble, vous étiez d'accord, c'est pas correct. Et puis il a pas voulu, il voulait pas céder. Il me restait encore 1 heure. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je laisse tomber ? Puisqu'il demandait quand même une somme importante. On parle de 300 000 euros, à peu près. Oui. C'est pour donner un petit peu un ordre d'idée à nos auditeurs. Oui. Et puis, je sais pas si c'était pas plus, parce que j'avais dit 300 000 euros. Ah oui, tu veux dire, mais ça fait déjà quelques années, donc il y a peut-être Et donc là, j'étais
j'étais vraiment, je savais pas, je savais plus ce que je devais faire, j'avais envie, puis de l'autre côté j'avais peur parce que je me suis dit avant que ça prenne bien, est-ce que je vais, voilà, j'étais un peu brouillon dans tout ça. Et là j'ai appelé mon parrain principal. Donc, le parrain de l'entreprise Leclerc, en fait, tu es parrainé dans cette famille. Le parrain principal, c'est celui de chez qui on est sorti. Donc, je suis sortie du centre Leclerc de Ville-Lagrand. Et donc, ce PDG de magasin était mon parrain principal. D'accord. Mais j'avais d'autres parrains aussi. Et donc, c'est à l'autre part, j'ai eu le parrain principal, mais j'ai eu plutôt un autre parrain, celui qui tenait le magasin Leclerc de Grenoble à l'époque, là qui est plus, il a vendu. Et là, j'ai dit, je ne sais pas, je suis perdue, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce que tu en penses? Et là, il réfléchit, puis il me dit. Ton chiffre d'affaires prévisionnel, il me demande le nom de véhicule jour qui passe sur cette nationale. Ouais, il ajoute des questions pour essayer d'avoir une réflexion complètement complète, quoi. Voilà, vraiment tout ce qui était pour prendre la décision, quoi, tout ça. Donc je lui ai dit le nombre de véhicules par jour, le chiffre d'affaires prévisionnel, combien il me demande, le propriétaire, et puis là il réfléchit pendant un moment, puis il me dit: Catherine, vas-y, fonce et signe. Ouais, c'est précieux. C'était vraiment le conseil qui t'a mis en paix, quoi. Et je lui ai dit: mais merci. Voilà, ça m'a confortée parce que j'avais envie, mais en même temps j'avais peur. Et donc il m'a confortée et je suis allée signer chez le notaire au prix demandé par voilà. Et en attendant, il y a quand même, j'ai quand même. Le chiffre d'affaires de ce drive a vraiment explosé et j'ai bien fait vraiment de le construire parce que vraiment il marche très très fort. Ouais, cette expérience que tu as eue, elle est fondatrice parce que on sent que il y a quand même des moments où les choses marchent, mais pour continuer d'entreprendre, parfois c'est un peu ça fait peur tellement c'est une ampleur qui nous dépasse, et que tout cet accompagnement et tout ce parrainage dans la famille Leclerc, voilà, c'est formidable. Donc d'où ton expression, c'est formidable. Oui. Chez Leclerc, c'est formidable. Moi j'aimerais, Catherine, que tu nous parles un peu de cette valeur travail. Aujourd'hui, tu sais, les jeunes, ils ont du mal à s'engager, ils ont du mal à avoir des contraintes, ils ont du mal à être persévérants. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que toi, dans ton parcours, c'est tout l'inverse, j'ai l'impression. Oui, mais il y a des années qui ont passé entre l'éducation que j'ai eue, l'éducation des jeunes, je sais pas si je sors de Leclerc pour juste le magasin, juste pour parler de ça. Par exemple, il y a une école à Châles-les-Eaux, une école pour l'hôtellerie-restauration. Les jeunes, j'en prends chez moi pour quand ils ont des stages à faire, donc j'aime bien en prendre dans mon établissement. Mais ces jeunes qui œuvrent pour travailler dans l'hôtellerie-restauration, il faut pas les faire travailler le week-end. Donc ça, voilà, ça a du non-sens. Ouais. Et il y a beaucoup de choses comme ça, certainement, qui font que ils sont pas forcément. Je sais pas pourquoi ils ont pas. Ils ont, alors tu le dis un petit peu, l'éducation, mais aussi ce qu'ils ont vécu, mis à part, j'ai envie de te dire, l'expérience du confinement qui a quand même été terrible pour notre population, mais ils ont une vie plus facile, hein, quand même. On a une vie quand même plus facile, ou du moins qu'on pense être plus facile. Je sais pas si les défis sont pas plus grands d'ailleurs, hein, parce que à force d'ouvrir toutes les possibilités, on a un peu des jeunes un peu perdus. Mais je veux dire, quand on regarde ton histoire et la façon dont et puis on va en venir à l'hôtel et à Monsieur Charles, quand on regarde tout ce parcours, quelle valeur il faut avoir, quelle valeur il faut mettre en place pour y arriver. Ça tombe pas du ciel. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Non, ça tombe pas du ciel. Ça, c'est sûr qu'il y a eu des moments vraiment difficiles, des moments de stress, des moments de peur, des moments de. Mais il y avait une volonté derrière qui était tellement. Puis un côté persévérant, parce que il faut pas oublier aussi que le centre Leclerc
au début, les études de marché, il était quand même appelé dans le réseau le Mornay. Ah ouais. Donc c'était pas gagné. C'était pas gagné. Donc ça a été extrêmement difficile. Mais après, c'est la ténacité. Est-ce que je suis née avec cette ténacité? Est-ce que j'ai l'impression puisque j'ai fait des choses où j'aurais dû abandonner plus tôt, mais j'ai persévéré dès lors que j'aurais mieux fait de ne pas persévérer. Mais je pense que c'est ma personnalité qui est comme ça. Alors ces jeunes, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup les jeunes travaillent et puis ils vont travailler 1 mois, 2 mois, ils prennent leur argent, puis après ils vont partir en voyage. Mais est-ce que aussi tout ce qui se passe aujourd'hui, ma jeunesse, pour moi c'était coloré, c'était gai, c'était on n'entendait pas tout ce qu'on entend, ces agressions aujourd'hui, tout ça pour eux, il y a des fois on les entend, puis même sur le climat, sur de toute façon ce qu'on va vivre après, donc il vaut mieux aujourd'hui, quand on peut partir, quand on peut voyager, quand on peut faire des choses, les faire plutôt que passer son temps. Il y a un discours très très noir aujourd'hui avec beaucoup. C'est pour ça que je disais les limites du fait d'ouvrir tout, c'est-à-dire qu'on est au courant des pires misères à l'autre bout du monde alors qu'on peut rien y faire, et en même temps on est aussi au courant des faits divers qui nous touchent de très près. Donc effectivement le climat est moins favorable pour la joie et pour la paix. Pourtant c'est le printemps aujourd'hui. Hein. Il y a les mimosas qui explosent, les jonquilles dehors. Il y a aussi le fait que pour eux, aujourd'hui, tout va vite. Mais c'est vrai que le téléphone portable nous a appris aussi on veut demander quelque chose à quelqu'un, on prend le téléphone, clac, 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 c'est vite fait, et tout va vite, et j'ai l'impression, ces jeunes, moi j'en ai embauché au bar, 1 mois après, ils me demandaient déjà de passer responsable. Donc ils ont perdu la notion du temps, de l'expérience, de laisser faire les choses. Oui, quand je dis non, mais là c'est un petit peu tôt, là faut un petit peu œuvrer avant que je vous connaisse réellement. Et c'est des messages qui reviennent assez régulièrement. Alors, avant de faire la pause, puisqu'on parle des jeunes qui voyagent, Catherine, toi aussi, t'as beaucoup voyagé dans le monde entier pour aller récupérer de la porcelaine au Bangladesh, des tissus en Asie. T'as aimé. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces voyages? Qu'est-ce que ça t'a apporté de voyager, de rencontrer des... C'est tout simplement énorme. Parce que quand on part en plus dans un pays en voyage, on voit pas tout ce qu'on voit quand on y va professionnellement. Bien sûr. Donc et j'ai beaucoup voyagé professionnellement puisque je faisais des achats justement pour tout ce qui était non alimentaire. J'ai acheté au début de ma carrière au National, j'ai acheté de la porcelaine, de la vaisselle au Bangladesh. J'ai acheté des gamelles en Inde, qu'est-ce que j'ai acheté en Inde aussi, des fleurs séchées, des choses comme ça. Et puis j'ai beaucoup œuvré au Vietnam, en Chine, t'as été beaucoup, en Thaïlande aussi. Et enfin j'ai fait beaucoup de pays asiatiques. Et puis en Espagne, au Portugal, pour des poteries, des choses comme ça. J'ai fait pas mal en Italie pour le plastique. Mais j'ai beaucoup voyagé aussi perso, puisque j'étais une fan de Red 4x4 et j'ai fait énormément de Red 4x4 aussi. J'ai fait des très beaux voyages. Catherine, baroudeuse à travers le monde, c'est extra. On va faire une petite pause, Catherine, et ensuite on va parler de cette expérience de Monsieur Charles et puis un petit exercice en fin d'émission pour mieux te connaître encore. Nous, c'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac. Vous autrement, osez vous dévoiler au-delà du faire et du paraître avec Clotilde sur Radio Grand Lac. Et j'ai l'honneur d'avoir Catherine Etis encore pour quelques minutes avec nous ce matin pour Radio Grand Lac. Catherine Etis, on a beaucoup parlé de cette expérience Leclerc, mais il y a une autre expérience dont je veux parler, celle qui vous préoccupe aujourd'hui, la majorité de votre temps, la maison Lina. La maison Lina, c'est à la fois le spa Mélina, le jardin d'Eva, Monsieur Charles, le resto Léopold, mais surtout c'est cet hôtel avec ses différents étages où on peut voyager dans toutes les facettes de la femme. Et Catherine, ce qui me frappe avec vous, c'est que on sent une femme bien ancrée, une femme solide, entrepreneuse, mais on a surtout ce regard bleu et cette douceur qui transparaît, cette grande sensibilité. Alors Catherine, la question vraiment que je voudrais vous poser, c'est comment vous arrivez à transmettre cette chaleur
chaleur, cette âme de la femme. Voilà, tout ce qui est lié à la féminité transparaît par votre sens de l'accueil et en même temps votre sens de l'entreprise. Merci pour toutes ces éloges. Donc je parle du. Bah oui, on a fait le tour, Catherine, ce matin de votre. Vous m'avez gentiment fait le tour de cet hôtel, et c'est vrai qu'en se baladant dans les étages, on passe d'une ambiance à une autre. Vous allez dévoiler, mais c'est extraordinaire. Au premier étage, on est dans la femme par l'élégance. Voilà, quels sont les autres étages? Au second, on arrive sur l'extravagante. Oui, le deuxième étage. Enfin, l'élégante, c'est style Audrey Hepburn, vraiment très très classe, très élégant. Le deuxième étage, c'est l'extravagante que j'avais un peu pris idée sur. Madonna, oui. Jean-Paul Gaultier, ce binôme un peu extravagant. Avec des couleurs un peu flashy. Voilà, il y a des couleurs à l'intérieur, bleu roi, orange, qui était une époque bien précise. Ouais, et voilà. Donc, place aussi à après, c'est le troisième étage, c'est la voluptueuse qui était partie dans ma tête sur les mousselines Dior, Vanessa Paradis, ce style très enveloppant, voilà, très doux, très enveloppant. Et puis le quatrième étage qui est la bohème, puisque c'est un étage qui est sous charpente. Ouais. C'est le dernier étage sous charpente, et là, on voit justement de la charpente qui a été travaillée, du bois, oui, beaucoup de matériaux nobles, beaucoup de matériaux authentiques, de bambou, hein. Oui. Et puis une robe chère, et puis votre œuf quand même, dans la dernière chambre, tout en haut quand même. En fait, c'est incroyable, Catherine. Il restait 1 mètre carré, on peut rien en faire, mais on peut en faire quelque chose. Catherine, vous avez mis votre œuf où on peut se lever et avoir une vue magnifique sur Aix. Voilà, juste en face de cette petite fenêtre là où c'est un petit coin fort sympathique. Donc, dans tous les recoins, rien. Parce que j'ai dû en mettre dedans, puisqu'il y a aussi le spa. Il y a cette piscine où il y a des jets dans cette piscine, ce jacuzzi, il y a le spa, il y a le jardin d'hiver, il y a le jardin aussi, cette grande verrière où on peut ensuite passer au lounge bar. Le spa Lina, et d'ailleurs le spa Mélina, le hammam, bien. Le hammam, le sauna. Oui. Vous avez une palette de propositions dans le spa, en tout cas, qui est très sobre, avec des lignes épurées, qui inspire au repos, qui inspire vraiment à la ressource. Et on le sent aussi dans toute cette décoration. Il faut passer vous voir à la maison Lina, parce qu'on sent cet esprit très épuré, où finalement l'esprit vient se reposer pour ressourcer le corps. On pourrait dire ça. La maison Lina, c'est ce qui se passe? Oui, pour moi, c'est vraiment le côté cocooning, le côté détente, enveloppant, dire je suis là, je suis bien. Mais j'entends souvent dans le mot des clients on se sent bien, c'est calme, on s'entend parler quand même, il y a un petit fond musical, mais on s'entend, et cet esprit-là me tient beaucoup à cœur, aussi bien pour ma clientèle que pour mon personnel, où j'ai eu une période difficile avec certaines personnes, où c'était vraiment un petit peu trop de bagarres, de chiens, de rien du tout, quoi. Pour rien du tout, vraiment, ça a été compliqué. J'ai œuvré pour que tout ça se passe mieux. J'ai écarté quand même des gens, et là vraiment j'ai une équipe qui est super, qui a vraiment bien compris ma méthode de travail. Comme il n'y a pas de problème, il y a des solutions, mais la seule chose, c'est qu'il faut en parler pour arriver, parce qu'autrement, ça gangrène, et puis les personnes s'en vont, et c'est voilà. On est toujours sur ce contact que tu instaures, cette importance de la communication. D'ailleurs, on parlait de cette méthode process communication, où tu te retrouves beaucoup dans l'authenticité, dans la rencontre. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand on a fait cette visite ce matin, c'est vraiment que dans cette entreprise, en fait, tous tes liens familiaux sont très présents. Parle-nous de ton petit Léopold, de Eva.
Oui, Monsieur certaines Charles, personnes peuvent Mélina. encore se demander pourquoi. Eh bien, quand j'ai acheté le Grand Hôtel du Parc, j'ai pas eu le temps d'œuvrer tout de suite pour les travaux, mais il était impossible pour moi de pouvoir ouvrir un restaurant comme dans l'état où je l'ai pris. Donc j'ai dit j'ai envoyé un SOS à ma fille Laurie pour lui dire vraiment là j'ai besoin de toi puisque j'avais encore mon hypermarché et faire les travaux ça aurait été vraiment très compliqué pour moi. Donc Laurie s'est rendue disponible et donc j'ai refait cette salle de restaurant. Et je cherchais un nom puisque ça s'appelait La Bonne Fourchette, mais c'était pas reflétait pas ce que je voulais faire de l'établissement. Donc je cherchais un nom, je n'arrivais pas à trouver. J'ai même pris une société pour m'aider qui ça n'a pas été concret du tout. Et c'est une amie qui était en vacances à Chamonix qui me dit oh là là là-bas à Chamonix il y a un hôtel, c'est un petit peu le style du tien et il s'appelle Joséphine. Elle me dit, tu sais, c'est bien la mode de mettre des prénoms. Donc, juste à cette période, est né mon premier petit-fils qui s'appelait Léopold. Donc, j'ai décidé d'appeler le restaurant Léopold. Et puis, 2 ans après, pointe le bout de son nez, Charles, le 2e petit-fils. Et c'était pendant la 2e partie des travaux. On est en train vraiment là de tout casser et de tout refaire quand Charles est né et j'ai décidé d'appeler Monsieur Charles le lunch bar. Et puis j'ai 2 petites filles aussi et j'ai le spa qui s'appelle le spa de Mélina et puis les jardins qui s'appellent les jardins d'Eva. Et voilà comment ta famille est présente dans ton lieu de travail et vraiment transpire à travers ces murs et y met l'âme parce que c'est très très chaleureux. Oui. Très très chaleureux. Faut passer de voir vraiment parce que c'est un lieu très très sympathique. On va arriver bientôt à la fin de notre échange. Ça passe vite, 1 heure, ça passe très très vite. Alors dans cette émission Vous autrement, on va prendre l'habitude en fin d'émission d'avoir un petit échange un peu quelques questions comme ça. Alors c'est pas toujours facile, mais on va essayer avec le printemps là d'être un peu créatif. Toi, Catherine, si tu étais une fleur, quelle fleur serais-tu ? Allez, c'est le printemps. Déjà, peut-être quelle couleur tu vas nous aider, et puis ensuite. Je crois que ça serait la rose. La rose, puisqu'elle est belle, elle sent bon, mais elle pique. Ça, c'est le côté un peu battant que Catherine t'a acquis avec les expériences Leclerc. Et dis-nous, quel animal tu serais ? Alors, je dirais un chat pour son indépendance et puis aussi sa belle allure. Sa distinction. Voilà, l'élégance du chat. L'élégance du chat. Je rajouterais les yeux perçants que tu as avec le petit chat. Et puis, si on veut être plus proche peut-être d'une période historique, d'un personnage, tant au niveau culturel, cinéma, historique, il y a quelqu'un qui t'inspire, il y a quelqu'un que tu aimes, femme ou homme, qui pour toi est important. Un personnage historique ? Important, non. Je peux pas dire que j'ai vraiment quelqu'un d'important côté historique. Côté cinéma, oui. Qui t'inspire, ouais. Côté cinéma, tu vas bien avoir quelque chose, parce que dans ton hôtel, il y a plein d'images, d'affiches. Oui, parce que j'aime le cinéma et je suis entièrement fan de Pierre Ninet. Ah, voilà, donc t'es allé voir son dernier film ? Bien sûr. Oui. On voit pas le temps passer. Je l'ai même vu en avant-première. Ah, magnifique. On voit pas le temps passer, vraiment. Donc, voilà. Et puis, pour terminer, 3 petites questions. Quelle est ta plus grande fierté ? Mes enfants. Magnifique. On sent vraiment ta maternité à travers tout ce que tu réalises. Et ça me touche, puisque je te le disais, j'en ai aussi. Comment est-ce que tu voudrais passer dans l'autre monde quand la mort approche? Qu'est-ce qui sera pour toi important au moment de ce passage? Alors là, c'est le mot. Ça, c'est vraiment. Je crois que j'ai pas peur de grand-chose, mais je peux pas dire que j'ai peur. Je peux dire que je suis terrorisée de la mort. De la mort. Ouais. Imaginez
que c'est vraiment fini, que je ne verrai plus. Je reviens encore, mais c'est vrai, sur le fait de mes enfants, mes petits bouts là, que ça devienne le néant, ça me panique. Ouais. Faut pas que j'y pense. Faut pas que tu y penses. Ah non, On va pas terminer là-dessus. Alors, on va arrêter la deuxième question. On passe à la troisième. Catherine, quel est ton rêve? Te reste-t-il un rêve pour la fin de ces années? Beaucoup de ton âge sont déjà à la retraite, mais toi, pas du tout. Non, j'ai pas le temps. T'as pas le temps. Quel est ton rêve s'il t'en reste? Il t'en reste, j'en suis sûre. J'ai fait tellement de choses, j'ai fait tellement un rêve. Je suis tellement comblée en tout que Tu diras que ça continue. Ton rêve, c'est que ça se poursuive, en fait. Voilà, mon rêve, c'est que tout le monde soit toujours en bonne santé, que ça continue comme ça. Moi, je suis absolument comblée dans ma vie familiale, dans ma vie amicale, avec mes amis qui sont là aussi. Et oui, je demande qu'une chose, c'est que ça dure comme ça. Oh, écoute Catherine, merci pour cet échange vraiment plein de joie, de profondeur, beaucoup de cœur et vraiment un grand merci de nous transmettre tout ça pour nos auditeurs. Je suis sûre que les auditeurs ont apprécié ce qu'ils ont connu de toi, ce qu'ils ont pu percevoir à travers au-delà du faire et du paraître. Merci Clotilde.